Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je suis très content encore une fois parce que la personne que je reçois, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à nous raconter. C'est quelqu'un aussi que beaucoup de gens connaissent. Et je pense que lui aussi connaît beaucoup de gens. Ça fait que ça aide, hein? Ça crée des liens, ça crée des belles situations, des belles occasions. Il s'appelle Tommy Théberge. Tout d'abord, bonjour Tommy. Salut Martin. Comme on disait avant de commencer, on est nés la même année, donc à peu près du même âge. Et je disais que j'avais pas tant que ça d'invités de mon groupe d'âge. Ça fait que ça me fait d'autant plus plaisir que tu sois là aujourd'hui. Oui. Et on est dans la presque mi-quarantaine. Tous les deux des modèles 75. C'est ça, exactement. Un plus du début, puis un plus de la fin. Exactement. Mais 75 quand même. Alors, si on recule justement, Tommy, à l'année 75, moi, j'aimerais ça savoir un peu comme je le demande à tous les invités. Toi, tu es né à quel endroit? En fait, moi, mes parents sont originaires de Bellechasse. Donc, c'est des petits villages par là-bas, Saint-Philémon, Saint-Fabien, Saint-Paul-de-Montmagny. Puis, donc, évidemment, je suis originaire de cette région-là. Et moi, je suis né à Lévis. Donc, une belle tempête de neige, paraît-il. En pleine tempête. En pleine tempête. Et puis, voilà, à l'époque, c'était comme ça. Hein, tu te déplaçais, puis c'était ça, 1975. Ouais, ben là, c'est ça. Ceux qui venaient au monde en plein hiver, il y avait un risque de tempête, effectivement. Exactement, comme aujourd'hui. Oui, comme ces jours-ci, oui, hein, parce qu'on a qui sont passés puis qui s'en viennent, et c'est pas évident. Exactement. Et étais-tu né d'une grosse famille, toi? Nous, on est dans ma famille. Moi, j'ai 2 sœurs. OK. En fait, 3 sœurs. Malheureusement, il y en a une qui est décédée très tôt. OK. Sinon, moi, j'ai 2 sœurs. Chacune d'entre elles ont des enfants. On est un peu écartelés dans le sens où j'ai une sœur qui habite Sherbrooke, qui a 3 enfants. Et j'ai une autre sœur qui habite Lévis actuellement. Et elle a 4 enfants. Donc, ça fait des belles fêtes de Noël. Effectivement, avec de la progéniture. Beaucoup de neveux, beaucoup de nièces, c'est ça. Et beaucoup de cadeaux, je suis pas mal sûr. Beaucoup de cadeaux, puis c'est des jeunes vraiment le fun, c'est des jeunes brillants, des jeunes dynamiques. Moi, je suis très fier d'eux. Et là, as-tu une grosse différence d'âge avec tes sœurs? Est-ce que... On se suit pas mal. La plus jeune, Marie-France, née, je crois, 83, 84. Hey, c'est bête, hein? Pas sûr de l'année de naissance de ma sœur. J'en ai une autre en 77. Donc, on est quand même assez rapprochés. OK, mais c'est toi le plus vieux? C'est moi le plus vieux, c'est toi le plus vieux. OK. Et là, Tommy, si on rentre dans le vif du sujet, toi, est-ce que tu avais un problème de vision dès ta naissance? En fait, moi, j'ai eu les cataractes, donc bébé. Mes 2 cristallins étaient très opaques. C'est une drôle d'histoire parce que, en fait, sorti de l'hôpital à Lévis, mes parents sont à la maison avec le bébé, tout ça. Puis, quelques semaines après, ma mère se posait beaucoup de questions parce qu'elle voyait que je réagissais pas. Puis, à un moment donné, une de ses amies qui est infirmière, elle dit, je pense qu'il y a un sérieux problème de vision. Fait que là, évidemment, toute la valse a commencé, dans le sens où, dans ces années-là, opérer, extraire le cristallin sur les bébés, c'était des opérations qui se faisaient très peu, très rarement. Ça se faisait pas du tout à Québec. Donc, non, pas du tout à Québec. Pas du tout. Ils ne voulaient pas opérer sur le bébé. Donc, mes parents, pas le choix, ont déménagé à Montréal.
Donc, et à l'époque, c'était le docteur Michel Mathieu qui a fait une série d'opérations. Donc, les deux premières années, j'ai eu beaucoup de chirurgie. Je crois, dans le bon vieux carnet de santé, c'était écrit 14 au total, interventions sur les yeux. Autant, donc, évidemment, il y en a eu plus à gauche qu'à droite. Ils ont réussi, évidemment, à extraire les cristallins, mais ça a laissé quand même une très, très basse vision. En fait, à l'œil gauche, actuellement, je vois presque plus. Je pourrais même ainsi dire que je suis aveugle à gauche. Mais à mon œil droit, ça m'a laissé une acuité aujourd'hui là, qui peut varier là, c'est à peu près un 6,60. Là. On est là-dedans. Là. 6,40, 6,60, 6,80. Tu sais, ça va toujours dépendre de l'éclairage, des conditions. C'est ça, puis c'est des détails importants hein, qui varient beaucoup. Qui varient beaucoup. Ça va fluctuer. Fait que c'est ça. Donc, mais 14 opérations, là, bébé, en très peu en 2 ans. En 2 ans. C'est ce qui est énorme quand même. Ben, en tout cas, moi, je salue mes parents dans tout ça parce que... Parce que là, ils ont fait un déménagement vraiment permanent. Là. Permanent. On déménageait, je crois que c'était à Cartierville à l'époque où ils sont arrivés, dans le coin de Ville-Saint-Laurent. Puis, ils ont habité là. Après, on s'est rapproché du Suroît. Donc, c'est dans ce secteur-là que j'ai grandi. Ils ont resté à Saint-Lazare, puis Saint-Zotique. Saint-Zotique où j'ai, jusqu'à l'âge de 18-19 ans, j'ai grandi. Donc, Saint-Zotique, pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est tout près de Valleyfield, sur les rives du lac Saint-François. C'est un magnifique endroit. Je m'ennuie beaucoup de cet endroit. Et là, bon, toutes les opérations et tout, bon, quand tu as commencé l'école, tout ça, c'était comment l'école? C'était-tu... l'école! C'était pas à l'école adaptée? Non, ben à l'époque, t'avais encore un peu de choix. Hein? C'était quand même possible d'aller dans une école spécialisée, ce qui n'était pas mon cas. Moi, je suis allé à l'école intégrée, donc on m'a rapidement intégré dans les écoles régulières. Ton école de quartier? L'école de quartier, la petite école, comme tous les autres enfants du coin. Évidemment, là, il y avait plusieurs défis visuels, parce qu'à l'époque, début des années 80, la qualité des lentilles optiques ophtalmiques n'était pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ces lunettes-là, quand je les regarde aujourd'hui, parce que je les ai conservées, quand je les regarde aujourd'hui, puis je me disais, je comprenais pourquoi je voyais rien, puis pourquoi je les enlevais régulièrement, même si ma mère me disait, mets tes lunettes, Tommy, mets tes lunettes, mais effectivement, je voyais pas beaucoup. Je sais pas si c'était comme moi, là, mais c'était lourd aussi. C'était très lourd. Puis on avait ça sur les oreilles, puis il nous disait de les garder, mais tabarouette. Le nez, ça faisait mal au nez, ça faisait mal aux oreilles, puis là, on s'approchait beaucoup. J'avoue que c'est au niveau de ces aides-là, c'était ça à l'époque. Il y avait quand même ce qu'il appelait un professeur, ça c'était drôle. Il appelait ça un professeur itinérant. Oui, moi j'en ai eu un aussi. Ça. Là aujourd'hui, c'est plus ça. Je pense que c'est des agents conseils, ou là je sais plus trop quel nom, mais qui venaient nous rencontrer périodiquement, venaient s'assurer que l'intégration se passait bien, s'il y avait des outils qui pouvaient être donnés. Fait que eux étaient là un peu pour nous aider. Fait que, mais bon, on réussissait bien. Rapidement, tu développes des réflexes. Moi, j'étais un gars qui... évidemment, je voyais pas au tableau. Donc, je retenais. Je retenais beaucoup. Puis ça, je vous dirais que c'est quelque chose qui a... C'est un sens que j'ai développé au fil du temps. C'est... Je vais m'asseoir, je vais écouter, mais je vais beaucoup mémoriser l'information, puis je suis capable rapidement de la retenir. Donc ça, très tôt, moi, ça a été mon moyen d'adaptation, ça a été de mémoriser tout ça, puis à l'école, ça nuit pas d'avoir une bonne mémoire aussi, ça fait ça l'aide beaucoup. Moi, je vois une chose une fois, c'est appris, là. Fait que dans mon métier de tous les jours, puis même tout au long de mon parcours, ça m'a bien servi, là. Et là, l'école, c'est que les matières académiques, on peut dire quand même que grâce à ta mémoire, grâce aux professeurs itinérants qui venaient te rendre visite de temps en temps, tu t'en es bien tiré, ça allait quand même... Au niveau primaire, quand même bien. Je pense que j'étais quand même un bon étudiant. Je
J'étais très débrouillard, donc ça l'aidait. Les résultats étaient corrects. Je peux pas dire que je me détachais du lot. Là. Non, je dirais que j'étais dans la moyenne. Puis moi, j'aimais beaucoup bouger, j'aimais du sport. Fait que C'est vrai, il faut pas oublier d'en parler du sport parce que j'en ai fait beaucoup. Ben oui. Fait que c'est ça. Donc primaire, ça a bien été. Secondaire, c'est le secondaire. Hein? On fait ce qu'on peut, puis selon les années, ben notre humeur varie. OK. Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir, bon ou mauvais? Admettons, si on fait deux distinctions, là, la distinction académique, disons, c'était quoi tes matières fortes puis tes matières faibles? Ça n'a pas besoin d'être en lien avec Non, moi, j'ai toujours aimé géographie, histoire. J'aimais quand même les mathématiques. J'aimais ça. Je peux pas dire que j'étais super en mathématiques, mais j'aimais ça. Français aussi. C'était une matière qui m'intéressait, mais je dirais que c'est plus histoire, géographie. Là, j'étais plus dans mon élément. Parce que c'est drôle, hein, mais je suivais aussi beaucoup le sport. Fait que, bon, ben, savoir telle ville, il y a tel club. OK, faire des... Fait que géographie, ça me permettait de, ben oui, c'est là que ça se passe, puis tout ça, puis d'en apprendre. Puis après, ben évidemment, ça s'élargit sur les pays, sur sa culture. Donc là, t'es curieux, tu vas lire un peu, puis tout ça. Fait que ça, c'est... Moi, je dirais que c'est les matières que j'aimais beaucoup, là, secondaire, ben, primaire, on aborde un peu moins, là, mais au niveau secondaire, entre autres, là, c'était plus ces matières-là. Mais avec ta vision, est-ce que c'était facile pour toi de voir les cartes, de voir comment c'était fait? Est-ce que ça t'aidait de comprendre? Si je réussis, avec évidemment la qualité des lunettes s'améliorait. Oui. Si je m'approchais très près, là, évidemment, entre 5 et 10 cm, j'arrivais à lire l'imprimé. OK. Donc, et parfois des petits agrandissements, mais de façon générale, avec ma lunette, je me débrouillais assez bien. Là. OK. Et là, puis les matières que tu aimais moins, c'était quoi? Que j'aimais moins. J'étais pas fou des arts plastiques, je dois avouer. À l'époque, j'aimais pas la musique. Apprendre la musique pour une seule raison, c'est que je voyais pas les partitions puis ça me frustrait. Fait que c'est quelque chose qui m'a... Puis ça, j'y suis revenu dans la trentaine parce que c'était quelque chose, j'aurais toujours voulu, moi, jouer d'un instrument. Mais, en tout cas, je voyais pas assez. Puis c'était difficile pour moi, fait que j'ai abandonné tout ça. Puis là, il fallait mémoriser, autrement dit, les partitions. Ça commençait à être compliqué. Ben. Fait que là, on est au secondaire, là. Fait que c'est sûr que ça, j'ai pas aimé. Parce que j'ai vécu ça, moi aussi. Tu sais, oui. comme la guitare, là. Je veux dire, au secondaire, ça m'intéressait. Oui. Mais j'ai pas beaucoup l'oreille musicale. Ben, c'est ça. On n'a pas l'oreille, ça nous prend des partitions. C'est ça. Puis les partitions, ben là, t'es as, mais tu peux pas jouer puis la lire. Ben, moi, je l'avais en braille, mais je pouvais pas la lire puis les jouer en même temps. Puis en tout cas. Exactement. Je trouvais que c'était beaucoup c'était plus difficile. J'aimais pas non plus, moi, biologie, même à la limite, là, physique, là, tripais pas fort là-dessus. Non. Non. Un autre aspect qui m'intéresse, moi, c'est l'aspect social. Parce que, bon, moi, toi et moi, on se connaît, ça fait, je dirais, début 2000. Des années 2000, ouais. Oui, exact. Ce qui fait quasiment 20 ans. Là, on peut quasiment dire ça. Moi, la façon que je t'ai perçu, t'as toujours été quelqu'un quand même d'assez pas gêné, assez fonceur. Est-ce que tu penses que t'étais comme ça déjà jeune, mettons à l'école? Ben, c'est sûr que quand on a, puis peu importe l'handicap, là, que ce soit problème d'audition, de vision, peu importe, il faut toujours que tu développes des sens, des habiletés. Il faut que tu apprennes à être plus débrouillard, à être plus frondeur, plus fonceur. Moi, j'ai intégré ça rapidement parce que il faut que tu apprennes à te défendre. Puis c'est dans ce sens-là où
ou peut-être ça a fait en sorte que je suis devenu la personne que je suis aujourd'hui et j'hésite pas, je fonce. Bon, des fois, on se pète la face, puis c'est correct, comme dans n'importe quel projet, n'importe quelle décision. Mais moi, je pense que ces qualités-là, ils sont vraiment indispensables, même si c'est parfois difficile. Parce que foncer puis se péter la face, c'est déjà mieux que de se péter la face, même si on n'a pas foncé. Parce qu'on n'a pas foncé. Oui, puis moi, j'ai rapidement compris quelque chose aussi, c'est tu as toujours intérêt à t'entourer de gens autour de toi qui sont entre guillemets un peu du même type, un peu plus des gens de qualité. D'avoir des gens de qualité autour de toi, ben ça t'aide aussi à avancer. Fait que ça, moi, j'ai jamais eu peur non plus de me rapprocher de personnes pour pouvoir justement être avec eux, travailler avec eux, collaborer. Donc, c'est hyper important aussi parce que c'est les gens de qualité, il y a des gens de qualité partout, à n'importe quel âge, à n'importe quel milieu. Il faut les reconnaître, puis il faut travailler avec eux autres. C'est que ça sert de ne pas rester dans son coin. Là. Tout à fait, tout à fait. OK. Même si, des fois, c'est pas facile. C'est gênant. C'est gênant, puis je dis, mais je pense qu'il faut le faire. Là. Et là, au secondaire, quand t'es venu le temps un peu de penser à ce qu'on ferait plus tard, toi, est-ce que tu avais des idées? Est-ce que tu avais un plan? Et si sinon, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Mon ami, j'en avais pas vraiment de plan. OK. Non, moi, quand j'ai terminé le secondaire, j'ai pris le formulaire du cégep de Valleyfield, puis j'ai dit, OK, on va aller faire des sciences humaines, puis on verra ce que ça va donner. OK. Puis là, l'aventure a commencé. T'es allé au cégep 2 ans, au cégep de Valleyfield. Je dois avouer que la première année, là, c'est là que j'ai vraiment eu le goût, par contre, de tout ce qui est histoire, ce qui est politique, ce qui est économie, sciences sociales. Là, ça m'a fait découvrir ça. Ça a eu ça de vraiment bénéfique pour moi, le cégep. Puis ça a aligné le reste dans le sens où là, je me suis dit, bon, ben c'est l'université, il faut choisir. On choisit quoi? J'en avais aucune espèce d'idée, même, je vous dirais, là, jusqu'à la dernière session là, du cégep, je n'étais pas fixé. Puis finalement, je dis, bon, ben pourquoi pas quelque chose de généraliste, puis on verra, je vais le faire pour moi. Fait que j'ai décidé de faire un bac en histoire. OK. À l'université de Sherbrooke. J'ai choisi Sherbrooke tout simplement parce que je trouvais que Sherbrooke, c'était une ville d'étudiants, ça avait l'air le fun, ça avait l'air dynamique. Je me sentais pas prêt nécessairement pour Montréal. Je voulais quelque chose un peu mixed deal, là, quelque chose qui est entre les deux, qui est très bien reconnu, avec un bon programme. J'ai dit, ben go, on va à l'université de Sherbrooke. Puis là, j'ai ouvert la machine. Là, c'est là que, tu sais, tantôt, tu me demandais quel type d'étudiant. Ben, autant au primaire, secondaire, cégep, c'est très moyen. Mais à l'université, j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Mon bac, je l'ai fait en 2 ans et demi. Mon objectif, c'était de terminer le plus rapidement possible quand même pour pouvoir passer à autre chose. Puis, soit aller travailler ou poursuivre mes études. Puis finalement, c'est ce que j'ai fait. J'ai poursuivi mes études à l'Université Laval. J'ai fait une première maîtrise là-bas. Je suis resté aussi en histoire des relations internationales. Donc, moi, j'avais fait mon mémoire sur la politique étrangère de la France à l'égard de la Serbie et Yougoslavie là, de 1875, dans le fond du congrès de Dayton, du congrès de Berlin jusqu'au congrès de Dayton, pour voir un petit peu les continuités, ruptures à travers la documentation diplomatique. Donc, ça a été un travail de dur labeur, mais combien enrichissant, combien intéressant. Fait que ça a été un petit peu le parcours, ce parcours-là à l'époque. OK. Mais là, tu quittais aussi, j'imagine,
t'avais-tu resté chez tes parents? Oui, tout jusqu'à ce temps-là? 18 Fait que là, ans. Là, à partir de Valleyfield, Oui. Sherbrooke. Oui, là, et j'étais très... En fait, moi, j'ai eu une super belle enfance. Là. Vraiment, j'ai eu des parents extraordinaires. Tu sembles pas avoir eu vraiment de traumatisme là, par rapport à ton... Non, ben moi, j'étais frondeur et batailleur. ça fait que ça... que souvent, bon, malheureusement, des fois, on réglait nos problèmes de la mauvaise façon. Mais bon, peu importe, passons. Mais, donc, c'est ça. Moi c'est sûr qu'à 18 ans, là-bas, quand tu es on peut pas appeler ça une région aujourd'hui, là, mais quand tu es plus en milieu moins urbain, en fait, rural, la voiture, tu n'as pas le choix. Tu peux pas toujours marcher, tu peux pas toujours prendre ta bicyclette pour aller faire tes trucs. Fait que moi, ce que j'avais besoin, c'est de transport, de mobilité. Donc, c'est sûr que moi, j'étais très, très content d'arriver dans une ville où j'avais des autobus, j'avais un campus, j'avais mes services proches. Ça a été génial. Puis là, d'être autonome dans tout ce que tu fais. Puis moi, je suis quelqu'un de très autonome, très indépendant. Fait que c'est sûr que là, je venais répondre à ça. Là. OK, c'est que tout cet aspect-là, c'était bien desservi Ouais. pour... Sherbrooke, chapeau, hein? Même transport en commun gratuit pour les étudiants aussi. Oui. Fait que c'était le fun. Puis on pouvait sortir, on pouvait s'amuser. Rue Wellington, pour ceux qui connaissent Sherbrooke à l'époque. Je sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il y en est. Mais ça a été des belles années. Moi, l'université, là... ces années à l'Université de Sherbrooke, ces années à l'Université Laval, à Québec, moi, je dirais que c'est parmi mes plus belles années. Ça que après ça, le passage de Sherbrooke à Québec, ça a été moins pénible dans le sens où... Ben, Québec, c'était un peu, je me disais, bon, là, j'ai fini mon bac. Là, c'est beaucoup recommandé quand tu veux faire une maîtrise de changer d'université, de changer d'environnement. Ce que j'ai fait, j'ai suivi ce conseil-là. J'hésitais entre Montréal, puis à l'époque, je me souviens, j'avais été reçu quand même dans plusieurs universités, mais j'avais choisi Québec parce que je me disais, ben, à l'origine, je viens de là, j'ai encore de la famille là, c'est quand même une ville urbaine, il y a du déplacement, puis là, je dis, on l'essaye. Puis j'ai passé 1 an à Québec parce que la première année de maîtrise, c'est des cours. Tu travailles un peu sur ton mémoire, mais c'est essentiellement, il y a beaucoup de cours. Et là, au niveau de la mobilité, je trouvais ça compliqué. Donc, je me suis dit, je vais aller à Montréal. Donc, c'est là que je suis parti de Québec. Là, on est à peu près à 98-19. Là. Donc là, je suis parti de Québec pour m'en venir à Montréal. J'étais en année de rédaction. Donc là, j'ai commencé à travailler à Montréal. J'ai travaillé dans une communauté religieuse. Dans une communauté religieuse. Oui, okay. J'ai travaillé pendant presque 3 ans avec les Sœurs de Sainte-Anne. OK. Oui, au coin de Christophe Colomb et Beaubien. Ça s'appelait le Centre Alpha. Ça s'appelle toujours le Centre Alpha. Donc, on recevait des personnes des communautés culturelles qui venaient apprendre le français. OK. Donc, moi, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans avant de changer d'emploi. Et travailler, après, je suis allé SDEM, qui était le Service de développement et employabilité de la Montérégie. Et c'est là qu'on s'est connus. Oui, c'est là qu'on s'est connus. Tu étais en formation à l'époque. C'est ça. Et là, toi, tu étais c'était le coordonnateur. Ouais, moi, j'avais un programme ouais. en gestion du web, en développement du web. À l'époque, on se souvient, on était au début là, avec Dreamweaver puis tout ça. Puis moi, l'informatique, c'est toujours quelque chose que j'ai des bonnes habiletés, que j'ai toujours aimé. Puis, dans le fond, c'était de structurer un programme, de le mettre en place, faire le recrutement. Donc, le SDM, à l'époque, avait ce programme-là pour les personnes handicapées, peu importe l'handicap, là. Et toi, je crois que ça s'appelait Téléservice. Oui, c'était Téléservice. Téléservice. Ouais. Service à la clientèle téléphonique. Là. Exactement. Puis je pense qu'il y avait un 3e programme là, qui m'échappe. Là. Oui, c'est la bureautique. La bureautique, ouais. C'est ça. Fait qu'il y avait ça, j'ai fait ce passage-là avant de quitter pour Institut Nazareth et Louis Braille, où j'ai travaillé presque 15 ans. Et là, j'allais dire, en tout cas, je sais pas pour toi, mais pour moi, ça a été... Je t'ai connu juste assez longtemps, dans le fond, pour savoir qui tu étais. OK. Parce que...
sais que peut-être ça paraît drôle comme ça, mais tu sais, dans la vie, hein, des fois, on dit, hein, telle personne, je l'ai croisée brièvement, mais quand même. Tu sais, Et bon, quand j'ai appliqué par la suite, quelques années après, pour justement l'apprenti technicien braille à l'Institut, ben là, c'était toi qui étais... à l'époque, j'étais chef de service le là-bas. chef du service, exactement. Ben oui, à l'Institut, j'ai travaillé de 2001-2002 jusqu'à 2007 comme agent de réadaptation. Donc là... c'est ça, tu as eu quelques chapeaux. Ouais, c'est ça. J'étais en communication informatique. Donc là, on aidait les gens à reprendre leurs activités en écriture, en lecture. Puis ma clientèle, moi, c'était la clientèle enfance. Donc, c'est les jeunes étudiants jusqu'à l'université. Ça, j'adorais ça. Parce que c'était un beau contact. T'étais pas loin de ça encore. J'étais pas loin de ça encore. Puis en même temps, des fois, dans certains, tu te reconnais aussi. Fait que, puis les parents, je trouvais qu'il y avait une belle relation qu'on était capable d'amorcer avec les parents. Des questions qu'ils osaient te poser parce que ils voyaient aussi que j'avais un problème de vision. Oui. Ouais. Puis tu sais, un peu la même génération. Oui, c'est ça. Fait que c'était des belles années, mais j'ai toujours... moi, j'ai un profil d'entrepreneur, c'est sûr. Fait que ça me tiraillait un peu, le goût de changer les choses. Puis là, il y a une opportunité qui s'est offerte à l'Institut pour chef de service, dans un service qui s'appelait l'adaptation de l'information en médias substituts, donc qui, dans le fond, permet de transcrire des documents soit en braille, en caractère agrandi, en high-text et tout. Puis, ce que je souhaitais aussi, parmi des trucs qu'on a mis en place à l'époque, c'était de mettre un stage, une opportunité pendant l'été où des personnes handicapées visuelles pouvaient venir développer l'employabilité. Donc, parce que faut pas se cacher non plus, de 18 à 22 ans, quand tu as un problème de vision, c'est pas nécessairement évident non plus de te trouver un emploi. Donc, je me disais, si on fait un stage d'été, puis qu'on offre cette opportunité-là, puis d'apprendre le métier de technicien de braille, ça va peut-être faire en sorte que des gens, plus tard, vont peut-être pas travailler là-dedans, mais ils vont développer des qualités. Puis pour d'autres, comme toi, aujourd'hui, ça a permis d'avoir un emploi. Puis je pense que ça fait combien? 10 ans? 12 ans. 12 ans, t'es ici? 12 ans, oui, exact. Félicitations. Fait que ça, moi, quand je vois ça, je me dis, c'est le fun. On a fait la différence pour Martin, pour plein d'autres personnes. Puis aujourd'hui, tu as un emploi, tu es satisfait, tu es heureux. Puis... Parce que c'est un beau métier. Ben oui. Technicien de braille. Tout à fait. Puis ça s'apprend pas n'importe où non plus. Faut aller à la bonne école. Faut aller à la bonne école. À l'Institut, on était la bonne école. Je fais un peu de chauvinisme, là, mais c'était quand même bien fait. Puis il y a eu beaucoup de gens qui ont passé au fil des étés. Il y a eu Katia, entre autres, là, Katia Darèche, qui est toujours là, que vous avez reçu. Il y a eu Sabrina Pilon. Je ne veux pas les nommer parce que je vais en échapper, là, mais Catherine Hood, tout ça. Donc, il y en a vraiment eu plusieurs qui ont passé, puis qu'aujourd'hui, que je vois quelques années plus tard, c'est des personnes épanouies, puis c'est des gens. Puis il y en a même qui sont encore en emploi aussi à l'Institut. C'est ça, oui. Karine Dufort, je pense qu'elle avait fait, elle aussi, le stage apprenti braille, puis d'autres personnes. Donc, voilà, c'était vraiment bien. Puis, donc, j'étais chef de service là-bas à l'époque pour ce service-là. Puis, on a ajouté le service des aides techniques. Donc, là, j'étais responsable aussi de toute la gestion des aides qui sont prêtées aux personnes handicapées visuelles. Donc, ça va de la canne blanche jusqu'à la lunette. Je travaillais beaucoup aussi en collaboration avec les autres centres, puis évidemment le ministère de la Santé, en fait, la Régie de l'assurance maladie du Québec qui gérait le programme et qui gère toujours le programme des aides visuelles. Ça te faisait quelqu'un de très occupé. Occupé, oui. Assez multi... C'était multifonction, puis c'était très dur aussi physiquement, mentalement. C'est des emplois qu'à l'époque, c'était très difficile. J'avais beaucoup d'employés aussi. Puis, à un moment donné aussi... j'ai pris du recul face à tout ça. Puis en 2015, j'ai pris un autre chemin. Là. C'est ça, parce qu'on sentait peut-être une envie de changement. Là. En 2015, il y avait faut se replacer. Le réseau était en pleine mutation avec la réforme du ministre Barrette.
On me demandait de poser des actions que j'avais pas nécessairement envie de faire. Moi, j'aime bâtir. J'aime bâtir. J'ai un profil entrepreneur. C'est ce que j'aime faire. Je m'y retrouvais plus nécessairement dans ça. Puis c'est correct comme ça. Le réseau a pris une direction. Et moi, j'ai fait le calcul. Est-ce que je reste peut-être au détriment de moi-même ou je continue ailleurs puis j'essaye autre chose. Puis j'ai pris une année sabbatique. Et là, j'ai créé une entreprise. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire pour finalement prendre la décision de quitter le réseau de la santé en 2015, je crois. Oui, c'était en 2015 à l'époque, même si plusieurs personnes dans mon entourage disaient « T'es fou, fais pas ça! » Mais c'est parce que... Oui, mais c'est sûr, c'est vrai, mais sauf que faut pas... C'est pas facile, c'est pas des choix faciles. Moi, il y a un conseil que je donnais toujours à mes employés, puis que je dis à mes amis aussi, des fois, quand on parle de job, là, moi, je dis toujours, à partir du moment où t'es pas heureux le matin, va-t'en. Il faut faire de quoi, parce que fais autre chose. Ça ira probablement pas en s'améliorant. Ça ira probablement pas en s'améliorant, puis tu vas commencer à ton humeur va changer, aller de reculons. Tu vas y aller de reculons, ton tempérament, ta santé. Faut aussi penser, tu sais, on a une vie à vivre. Hein? Fait que c'est sûr que on se jette à l'eau, on fait all-in, on n'a rien devant nous. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est ça, on doit prendre cette décision-là. Combien de fois qu'on voit des gens qui terminent leur emploi puis que quelques années après, ben ils sont malades ou il arrive quelque chose, puis tu te dis, Seigneur, cette personne-là a travaillé toute sa vie, ben elle n'a pas pu en profiter, puis mais c'est ça. Je pense que c'est des décisions, puis bon, moi je l'ai prise. Avec du recul, c'est probablement la meilleure décision de ma vie aujourd'hui, parce que je suis très heureux dans ce que je fais tous les jours. Bon, ben voilà, ça fait que... C'est tout ce qui compte. C'est effectivement. Hey, écoute, moi, je voulais, je disais tantôt, je voulais qu'on parle du sport, parce que comment c'est arrivé le sport dans ta vie? Ben, c'est arrivé jeune? Moi, j'étais un tripeux de hockey. OK. Donc, c'est sûr que jeune, là, je lisais tout, je suivais tout ça avec mes amis aussi. Il y avait la patinoire du village, j'étais toujours rendu là. J'ai joué au hockey quand même un peu. Je jouais beaucoup avec les voyants jusqu'à un moment donné où là, visuellement, j'étais plus capable de suivre le rythme parce que bon, jusqu'à un certain niveau, ça va parce que le jeu est plus lent, tout ça. Puis j'arrivais à voir. Mais à un moment donné, tu t'es plus là parce qu'à cause, c'est pas parce que t'es pas un bon joueur. Non, mais ça va. Que tu vois pas. Ça va trop vite. Puis, j'ai toujours fait du sport. J'ai toujours aimé ça, le baseball, le hockey, le football, tout ça. Puis j'étais très, très actif. T'as joué à tous ces sports-là? Oui, quand même. OK. Oui, ben, c'est sûr. Pas le hockey, c'est hockey organisé, oui. Les autres, mais non, football. Pour le plaisir avec les amis. OK. Puis, à l'occasion, puis moi, j'aimais ça organiser des parties. Fait que là des fois, le tel soir, ben là, on était une petite gang de gars, là, puis on allait jouer à la balle, on allait jouer au football. Fait que ça, c'est des choses que j'aimais beaucoup. Ça que t'organisais ça, là. Tu pouvais être celui qui disait... Ça devait être plus fort que moi. Ça a dû commencer là, mes élans d'organisateur, d'entrepreneur. Puis ça va avec le gars. On disait aussi tantôt, tu sais, pas rester dans son coin, tu sais, pas nécessairement attendre que c'est les autres qui viennent nous chercher. Exactement. Voilà, puis quand, à un moment donné, quand j'ai commencé à travailler à l'Institut Nazareth, j'ai rencontré mon bon Jacques Caron. Ah oui, monsieur Caron. Que tu as peut-être reçu, je sais pas. Pas encore. Ah, mais ça vaudrait le coup. Je le travaille. Le père fondateur des Hiboux de Montréal. Oui. Donc, moi, j'entends parler au début des années 2000 que les aveugles jouent au hockey. Là, je fais, veux-tu bien me dire qu'est-ce que c'est ça? On me donne le numéro de téléphone de Jacques Caron. Je vais l'appeler. Fait qu'il dit, ben oui, Tommy, il dit, on organise des parties, viens essayer, tout ça. Ça faisait quand même une couple d'années que j'avais pas joué au hockey aussi. Fait que je dis, parfait, Jacques, je vais y aller, tout ça. Fait que moi, j'arrive là, je m'habille. Premièrement, j'étais tout en sueur, là, après avoir mis mon équipement parce que ça faisait longtemps. Puis moi, je sortais de l'université, puis j'avais perdu un peu de forme. T'étais un petit peu moins... Un petit peu moins en forme. Okay. Fait que, écoute, je saute sur la glace, puis là, je pense que j'ai encore 16 ans. Là. Puis là, j'ai eu un bon reality check, mais j'ai vraiment découvert une formidable gang. Les hiboux, là,
chapeau, c'est une belle organisation. Aujourd'hui, il y a des gars comme Gilles Ouellette, François Beauregard, puis Normand Blais qui ont structuré les hiboux. Aujourd'hui, le hockey sonore a développé ses règles, ses outils, sa rondelle, puis le sport est en train de prendre une formidable expansion. On a contaminé le Canada, puis là, on est en train de contaminer les États-Unis. Il y a des équipes qui s'organisent un peu partout, autant au Canada qu'aux États-Unis. Puis, il y a même des tournois maintenant. Il y a un tournoi annuel canadien qui se déroule à Toronto, qui se déroule à Vancouver, qui se déroule à Montréal. Ça dépend des années. Donc, et ça s'organise. Puis aux États-Unis, ils font la même chose. Donc, peut-être qu'à un moment donné, ce sera aux Paralympiques. Moi, je vais être trop vieux, mais bravo. Je trouve ça le fun. Ça fait bouger le monde. C'est un endroit pour socialiser pour beaucoup de personnes qui ont un problème de vision. Des fois, c'est leur seule sortie de la semaine. Ils vont venir jouer au hockey avec les hiboux, puis dans le vestiaire. Puis c'est comme dans n'importe quel vestiaire de club de hockey. Ça, je peux vous le garantir. Fait que les gens, peut-être, qui nous écoutent, qui ont un problème de vision, puis qui ont envie d'essayer de faire, ou qui ont déjà joué au hockey, qui ont déjà patiné, ben moi, je vous dis, go, contactez les hiboux. C'est super le fun. C'est une fois par semaine à Montréal, le lundi soir. Donc, allez-y. Hey, wow! Hey, avant qu'on fasse la pause, Tommy, je vais me permettre de te poser, de te demander de parler de quelque chose, parce que tu m'en as parlé un petit peu au mois de novembre, quand on est allé à la SAM pour le 35e oui, le anniversaire. Cocktail, 35e, oui, le cocktail. Mais oui, c'est là qu'on a comme un peu décidé qu'on ferait l'entrevue ensemble. Oui. Parce que bon, tu sais, on parlait de tes 14 chirurgies quand tu étais enfant. Oui. Mais bon, il y a eu autre chose. J'en ai eu quelques autres, là. Par après, hein. Oh, oui, tu sais, je veux pas qu'on rentre dans le détail, mais juste qu'on se fasse peut-être une petite idée de ton portrait. Mon Dieu, oui. Il y a j'ai eu, plus jeune, j'ai eu des opérations, évidemment, pour le strabisme. En 2006 ou 2007, là, j'en perds un peu. Je vais skier à Whistler. OK. Hey, là, parce que là, tu fais du ski aussi. Oui, moi, je fais du ski. Oui, le ski alpin, je l'ai fait longtemps, j'ai adoré ça. Puis, évidemment, là, Whistler, il y a comme des petits flancs de montagne où tu peux sauter, puis tout ça. Puis, il y avait beaucoup de neige. Puis, en tout cas, je me suis payé la traite partout. Au deuxième ou troisième jour, le soir, on est au restaurant, puis je me mets à voir des éclairs. Je dis, qu'est-ce qui se passe dans mon œil gauche? Le lendemain, je me réveille, plus rien. J'avais comme une espèce de les flashs étaient partis, mais il y avait comme une espèce de liquide. On voyait que c'était un liquide là, qui se glissait dans l'œil. Jusqu'à temps que je dise, mais c'est un décollement de rétine, ça. Donc, pars de Whistler, m'en vais à Vancouver, à l'hôpital, tout seul, fais l'autobus, tout ça. J'arrive là, décollement de rétine. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est mon œil gauche. En théorie, t'es pas supposé prendre l'avion. Je dis, de toute façon, je vois rien presque dans mon œil gauche. J'ai dit, moi, je retourne à Montréal. Fait que j'arrive à Montréal. Fait que ça a été ma première vitrectomie. J'ai tout de suite, franchement, là, le réseau de la santé, quand c'est urgent, c'est vrai que ça fonctionne bien. J'ai appelé mon médecin de Vancouver. La personne a tout organisé ça, débarqué de l'avion, envoyé à l'hôpital, première vitrectomie. Je dis première parce que j'en ai eu une deuxième, décollement de rétine dans mon œil droit. Je sais pas pourquoi, mais encore là, c'était lié à l'aube d'un voyage. Donc, je partais pour Vegas. Puis, j'avais fait beaucoup de réno. Donc, dans mon entreprise là, que je venais de fonder. Puis, avec mon père, avec mon associé. Puis, à un moment donné, même affaire, j'étais assis le samedi soir, puis là, je me mets à avoir des éclairs, mais cette fois-ci dans l'œil droit, l'autre œil. Mon meilleur œil. La panique totale, parce que là, je savais ce qui s'en venait. Puis, c'est mon meilleur œil. Puis, tu sais, tu veux pas qu'il arrive rien. Fait que le dimanche, je m'en vais à l'hôpital. Je dis, donnez-moi un papier tout de suite. On annule le voyage. Le lundi, j'étais à l'hôpital juif, justement, pour faire la chirurgie de la deuxième vitrectomie. Encore là, Dr. Chen. Je me souviendrai toujours, j'arrive le lundi à la clinique pour rencontrer Dr. Chen. Puis, pauvre monsieur Chen, il était en congé cette journée-là, puis peut-être en train de faire des travaux parce qu'il arrive, puis il était pas vêtu comme d'habitude. Il se met 2 mains sur le genou, puis il dit « Ah non, pas encore vous, Tommy. » Je dis « Ben oui. » J'ai dit « Ce coup-là, c'est à droite. » Fait que à 4 heures de l'après-midi, il était 11 heures le matin, à 4 heures de l'après-midi, j'étais en salle d'op, deuxième vitrectomie, donc deuxième décollement de rétine.
Puis, c'est ça. Récemment, il y a eu une greffe de cornée aussi. Parce que, évidemment, les gens qui ont beaucoup de chirurgie dans les yeux, puis l'œil gauche, c'est dans l'œil où j'en ai le plus eu, ben ça laisse des traces. Hein? Puis ta cornée s'aggrave, puis elle s'épaissit, puis de telle sorte que je voyais de moins en moins. Ce qui a accéléré le tout, c'est une crise aiguë de glaucome que j'ai eue pour se à 2 jours du vote par anticipation. Donc, le vendredi matin, une petite chirurgie au laser pour le glaucome, 2 jours avant le vote par anticipation. Le samedi matin, là, je pense que ma conjointe voulait m'arracher la tête, mais j'avais demandé à mon médecin si je pouvais marcher. Elle dit, puis me promener. Elle dit, oui, elle dit, marcher, il n'y a pas de problème. Moi, c'est tout ce que j'avais besoin pour retourner dans mes portes. Puis finir mon porte-à-porte. Ça faisait 6 mois de campagne que je faisais. Fait que je voulais pas manquer de souffle à la fin. Fait que il y a eu celle-là aussi. La cornée, après, qui s'en est suivie récemment. Ça, c'était en septembre dernier. Donc, je suis rendu à 20 avec tout ça. Je devrais avoir un bistouri en or bientôt. Là. Oh là là. Pas trop la crainte de ça? Oui, là, mais parce que c'est dans les yeux puis qu'on... c'est drôle, hein? Cette question-là, c'est fou. C'est la question que les gens me posent le plus. Parce que moi, je vais le dire après pourquoi je te la pose aussi. Là. OK. Les gens, c'est la question qu'ils me posent le plus parce que les yeux, pour eux, non, faut pas toucher aux yeux. Puis tout ça. Puis il y a vraiment une peur puis tout ça. Mais ça, moi, je l'ai... Moi, je l'ai pas. Moi, je fais beaucoup confiance. Tu sais, je me dis, le médecin qui est là, ce qu'il veut, c'est que ça réussisse. Fait que moi, je me suis toujours parti de cette idée-là. Il va faire le mieux qu'il peut. Puis je dis toujours au médecin, c'est drôle, avant chaque chose, je dis, regardez, faites du mieux que vous pouvez. Puis on verra après. Fait que, tu sais, moi, tu remets ta confiance. Tu n'as pas le choix. Anyway, il faut que tu fasses l'opération. Fait que je me dis, si je me mets à avoir l'anxiété dans le plafond, que j'ai peur, tout ça, tout ce que je vais faire, c'est que mon corps, il est pas prédisposé à recevoir cette opération-là. Puis, ça peut peut-être avoir des effets, qui sait, positifs ou négatifs. Sûrement plus négatifs. Fait que, moi, c'est l'approche que j'ai avec tout ça. Mais c'est mon approche. C'est quand même une grande, je dirais, c'est assez mature. Là. T'as pas le choix. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix. T'es là. Tu sais, un de mes amis récemment a eu une petite chirurgie cardiaque. Puis je disais, tu sais, il s'inquiétait puis il était nerveux. Oui, cardiaque, c'est... Je comprends. Puis, mais garde, fais confiance, là. Le médecin, là, il est là pour toi, puis il veut que tu réussisses. Puis tu vas voir que ça va marcher. Puis c'est ça, avoir une approche positive, c'est important, là. D'être positif en tout, hein. Puis c'est important, ça. Parce que je disais ça, parce que moi, j'en ai eu une chirurgie au mois de novembre aussi. Okay. Puis c'était une mini-chirurgie là, de 30 minutes. Là, puis T'étais nerveux? Tellement nerveux. Là, puis... puis j'étais là, mon Dieu, l'œil que je vois. Puis, tu sais, mais je me parle, tu sais, je me suis vraiment ça s'est bien parlé passé? Beaucoup. Oui, ça s'est bien passé. Excellent. Mais regarde, tu vois la prochaine, là. C'est ça qu'elle me dit, hein. Elle dit, on peut la refaire, là. Tu sais, si dans 10 ans, 15 ans, il y a besoin de la refaire, on la refait. Tu sais, eux autres, c'est leur quotidien, hein. Puis... Tantôt, on parlait, là, bébés, là, les cataractes, ils savaient pas quoi faire avec les bébés. Cataracte aujourd'hui, là, c'est 10 minutes. C'est ça. Il est passé un en arrière de l'autre. Quand j'avais eu à un moment donné une chirurgie pour le décollement de rétine, je crois, ou strabisme, je me souviens plus. Mais j'étais dans la même chambre que des personnes qui allaient faire des chirurgies pour extraction du cristallin. Puis c'était fou, là. Il passait un en arrière de l'autre. Il avait le temps de revenir, puis tout ça. Puis c'est ça, la médecine, ça progresse. Puis il faut faire confiance. Wow! Ben, en tout cas, on a déjà une très bonne partie d'entrevue de fait, Tommy. Ça va très bien. Excellent! Et c'est très intéressant en plus. Ouais. On va faire la pause. Puis je sais qu'après la pause, là, il y a deux gros sujets certains qu'on va parler. Il y a ton implication dans la politique. Mm-hmm. Et il y a BrightTab. Oui. Parce que c'est important. Ah, ça, c'est mon bébé. Et c'est le bébé en plus. Il faut parler faut parler du bébé. Faut parler du bébé. Alors, on a encore du matériel à discuter. Excellent. Après la pause. Donc, on fait une très courte pause. On revient tout de suite après avec notre invité qui est Tommy Théberge. À notre prochaine émission.
Un invité qui nous raconte sans trop de retenue les parties moins palpitantes de son enfance et de son adolescence, mais qui, au final, a réussi à trouver l'équilibre dont il a besoin. Le genre de personne qui amène un petit plus dans notre vie lorsque nous l'avons dans notre entourage. Pierre-Luc Pépin à notre rendez-vous du 29 mars. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Tommy Théberge. Et bon, comme je le disais avant la pause, on a 2 gros sujets à parler. Je ne sais pas par quoi tu veux commencer. C'est quoi qui est arrivé? Commençons par la musique. Tiens. Oui, on va OK. commencer par la musique. OK, parfait. Donc, tu disais que tu avais toujours aimé la musique, mais c'était difficile pour toi d'en jouer. Oui. À l'époque, tout jeune. Puis, dans la trentaine, je me suis dit, j'aime apprendre. On va essayer d'apprendre à jouer d'un instrument, la guitare. Puis, je me suis inscrit ici à Longueuil. Il y avait une école de musique à l'époque qui s'appelait Castonguay Musique, je crois. Donc, je me suis inscrit là. Puis, j'ai dit, OK, on commence des cours de guitare. Puis là, j'ai rencontré un professeur, Jean-Pierre Lessard. Jean-Pierre qui est devenu un ami, pour pas dire presque un frère aujourd'hui. On est en affaires ensemble, j'expliquerai plus tard. Mais à l'époque, j'arrive, puis je dis, ben OK, Jean-Pierre, là, t'as un étudiant qui a un problème de vision. Il dit, OK, pas de trouble. Fait que je donne un crayon feutre, puis je dis, tu me fais des gros chiffres. Il trouvait ça bien comique. Mais j'ai fait 4 ans de cours, puis bon, aujourd'hui, je dirais, je pratique plus du tout, mais des fois je l'apprends puis je m'amuse un peu. Je dirais que j'étais peut-être un intermédiaire, donc je suis capable de m'accompagner aujourd'hui puis de jouer à la guitare. J'adore ça. Puis au fil du temps, en 2014, à Longueuil, l'école de musique où j'allais ferme ses portes. Donc je dis à Jean-Pierre, Jean-Pierre, pourquoi qu'on n'en part pas une? Moi, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête de me démarrer en entreprise, ne serait-ce que pour vivre l'expérience de comment ça marche une business, tout ça. Fait que j'ai dit, regarde, par contre, ce qu'on peut faire, c'est une école, mais une école aussi avec un studio d'enregistrement. Puis, mais j'ai dit, on fait quelque chose de sharp, quelque chose de beau. Là. Les écoles, souvent, c'est un peu délabré, c'est un peu de croche. Puis, je dis, non, on va faire, nous autres, là, belle école, c'est clean, c'est propre. Les gens, ils viennent, soient confortables. Donc, on a loué on s'en est parlé le 16 juin. C'est ça, le 16 juin et le 3 juillet, je crois que je signais le bail. Mais t'as pas. OK, ça n'a pas traîné. Fait que j'ai dit, OK, go, on y va. Fait qu'on a démarré ça. De juillet 2014 jusqu'à Noël, on a fait beaucoup de travaux. Donc, on a préparé l'école, tout ça. Puis là, aujourd'hui, l'école, en 2019, donc ça fait 5 ans. Mais on va fêter notre 5e anniversaire au mois de juillet, donc j'en suis très fier. Mais cette école-là, j'en suis fier surtout parce que c'est une école, évidemment, pour tout le monde. OK. Tout le monde peut venir apprendre à jouer d'un instrument ou le chant. Mais tranquillement, évidemment, ça se voulait aussi inclusif. Donc, moi, je donne du soutien aux professeurs. Des fois, s'il y a des gens qui ont des problèmes soit de perceptuels ou d'autres types de problèmes de vision, tout ça, donc ils peuvent venir, puis je donnais du soutien, puis tout ça. Puis là, de fil en aiguille, j'avais une clientèle de guitaristes qui ont des problèmes de vision, évidemment. Puis je me mets à chercher du matériel, puis je trouve rien. Je dis, voyons donc, il doit y avoir un code, et comme il y a un code BANA pour la musique, pour le piano, puis pour tout ça. Mais je fouille dans le code, puis c'est écrit pour ce qui est de la guitare, écrivez votre propre notation. Grosso modo, ça voulait dire à peu près ça. Qu'il y avait rien qui existait. Voyons donc, on peut pas avoir rien. C'est surprenant quand même. C'est très surprenant. Le code dit, ça laisse ça un peu à la discrétion des gens. Puis parce que des tablatures, c'est pas une notation qui est classique au niveau de la musique. Donc, je me suis dit, là, on va en faire un code. Puis là, j'ai réuni autour de moi des personnes. On a commencé à travailler là-dessus. Là, aujourd'hui, ça m'a permis de lancer une OBNL qui s'appelle Braille Tab. Braille, évidemment. BRAILLE. TAB pour tablature. Donc, c'est une bibliothèque numérique en ligne. C'est une première mondiale. Il n'y en a pas. C'était une première à Longueuil. Donc, on venait de développer un code de transcription des partitions de guitare en braille. On les offre gratuitement sur le site web. Les gens peuvent les télécharger. Et de plus en plus, les gens les téléchargent. Et récemment, on a développé une formation adaptée
pour les guitaristes qui ont un problème de vision à la base, mais on l'élargit, on veut que ce soit aussi accessible à tout le monde. Donc, c'est universel. Donc, c'est 60 vidéos, c'est 10 modules avec du matériel en ligne où les gens peuvent télécharger des partitions soit en caractère agrandi ou en braille. On prend vraiment le temps de décortiquer les mouvements, expliquer, puis là, on part du début. Donc, déjà, au premier module, au premier cours, tu es capable de jouer une chanson. Donc, c'est vraiment l'approche qu'on voulait, c'est que tout de suite, il y a ce soit gagnant, puis que les gens puissent déjà voir des résultats. Qui a déjà l'impression là, qui avançait. Là, exactement. OK. Donc, cette formation-là s'appelle Easy Git. Easy pour EZ, là, on l'écrit comme ça, Git, G-U-I-T. Et ce que je suis très content, on a lancé ça au mois d'octobre, et déjà, j'ai quand même beaucoup d'abonnés. Donc, j'ai des gens, par exemple, j'ai un monsieur qui m'écrit à l'automne, c'est un Parisien. Il dit, écoutez, dis-moi, jouer de la guitare, j'essaie, il n'existe pas de matériel, on me dit que, puis j'ai pas d'oreille, comme beaucoup de monde. Il dit, je veux jouer de la guitare, mais là je vous ai vu sur Internet. OK. Je dis, l'idéal, il dit, je peux me déplacer. Parfait. Il est parti de Paris, il est venu passer une semaine à Montréal. Ah, wow! À Longueuil, en fait, pour, OK. avec Jean-Pierre Lessard, mon associé dans tout ça, qui, lui, il a travaillé avec lui, avec la formation EasyGit qu'on avait, le matériel en braille. Puis là, encore aujourd'hui, il correspond avec nous, puis il nous envoie de temps en temps sa progression. Puis, il a fait un beau témoignage. Je trouvais ça vraiment le fun de voir que ça a traversé l'océan. Il y a des gens il y a une personne qui est venue. J'ai des gens, je sais, qui téléchargent de l'extérieur aussi. On a eu toutes sortes de contacts. Récemment, on a 2 étudiants. On a un étudiant à Gatineau, un étudiant à Rouyn-Noranda qui utilise ces matériels-là. Puis, et ça, c'est au niveau des personnes handicapées visuelles. Mais ce que je remarque de plus en plus, puis on le voit parce qu'on a déjà noué des partenariats, mais avec des maisons de jeunes. Donc, OK. Ouais, donc c'est pour ça que je disais tantôt, c'est une formation qui se veut universelle. Les maisons de jeunes, ils ont accroché. Ils ont accroché parce que tu as besoin juste d'un moniteur. Ça te permet d'animer une activité. Tout le matériel, toutes les vidéos, tout est en ligne. Donc, les jeunes peuvent progresser à leur rythme. Ah oui. Puis ils prévoient dans l'horaire d'activité, une fois par semaine, c'est la guitare avec la formation en ligne qu'on a développée. Donc, tout ça, évidemment, les gens peuvent aller sur brightab.com. Il y a beaucoup d'informations. J'explique aussi le code qu'on a créé. Puis le code qu'on a créé... un des objectifs, moi j'avais plus la partie accessibilité, souci du braille puis tout ça. Puis Jean-Pierre, lui, c'est le musicien. C'est un musicien professionnel, Jean-Pierre. Fait que là, lui, ce qu'il souhaitait, c'est que ce soit collé à la théorie qui est utilisée par les enseignants, par les musiciens. Fait qu'on a fusionné ça ensemble. Fait que des fois, il me ramenait, il disait, non, Tommy, là, prends pas ce raccourci-là, faut que ce soit comme ça, parce que les voyants doivent... Fait qu'on arrive vraiment à quelque chose que tout le monde comprend rapidement. Oui, mais c'est quand même c'est super intéressant. Oui, c'est le fun. Ben oui. Puis les gens ça correspond un peu beaucoup à la façon dont on fonctionne aujourd'hui. Hein? On a les choses accessibles en ligne. Tout est en ligne, tout est téléchargeable. Où on veut. Hein, oui, tu peux lire avec ton afficheur braille, tu peux embosser, c'est à ta discrétion. Puis c'est vraiment le fun de voir ce projet-là démarre bien. Je rencontre des écoles bientôt aussi du côté ontarien, franco-ontarien. Donc, ça va traverser rapidement la frontière du côté de l'Ontario. Donc, je suis très, très, très content de la progression de cet organisme-là. Puis, c'est sûr que moi, si ça fait en sorte que des gens s'initient à la musique, des personnes qui soient handicapées visuelles ou pas, s'initient à cet instrument-là, tant mieux, parce que c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire, c'est d'apprendre un instrument de musique. Là. Surtout des gens qui pensaient peut-être que ce serait pas possible. Que ce serait pas possible, puis que c'est impossible. Puis non, avec ça, on est capable d'y arriver. C'est une belle initiative qu'on a réussi à mettre sur pied, puis que je vois des résultats concrètement là aussi. Donc, on en est fiers, moi et Jean-Pierre, évidemment. Puis on sait que la musique, c'est très présent aussi dans la vie des gens en général, puis dans la vie des personnes non-voyantes encore plus, je pense. Le plus bel exemple, la guitare, c'est aussi un instrument social. C'est vrai. Tu arrives dans un party, on sort la ta guitare, que tu sais chanter, pas grave.
Les gens vont tous s'amuser avec toi, puis ils vont te suivre, puis c'est entraînant, fait que c'est un bel instrument. Puis c'est un instrument aussi que tu peux traîner à peu près partout, que moi souvent à l'époque, je faisais ça, pendant que avec ma conjointe, des fois elle écoutait la télévision, ben moi je faisais mes gammes à côté, parce que c'est un instrument que tu peux traîner partout. C'est vraiment le fun à découvrir. Hey, en tout cas, c'est vrai. Je suis très impressionné. Je n'avais pas pensé. Il va falloir que tu t'inscrives, là, Martin. Ah oui, t'as pas le choix. Pourquoi pas? Hein? Ça pourrait être un autre corde. Tout est là. Oui, c'est le cas de le dire. Une autre corde, oui. Hey, c'est vrai, j'ai fait un jeu de mots. Ouais. Hey, maintenant, une autre chose qu'on pense peut-être pas accessible, c'est la politique. Parce que il y a des gens, des fois, qui vont dire moi, je connais rien là-dedans, je sais pas qu'est-ce que je peux faire pour aider pas ma société, là, mais servir. Servir ma collectivité. Bon. Toi, puis t'avais un intérêt aussi depuis longtemps. Oui, effectivement. C'est sûr que tantôt, on parlait un petit peu des études, tout ça. Moi, c'est sûr que la politique, l'histoire, l'économie, les sciences sociales, ça m'intéressait énormément. Mais de là à tout mis dire... ça de côté. Parce que, je veux dire, ma carrière s'est faite finalement en accessibilité universelle, elle s'est faite en gestion, en entrepreneuriat. Fait que en 2009, j'avais quand même le goût de l'essayer. À l'époque, on se remet dans le contexte. Caroline Saint-Hilaire quitte la scène québécoise, décide de créer un nouveau parti à Longueuil, se lance. Et je fais « Wow, OK, je rencontre Caroline. » Puis, OK, go, on fait la campagne. C'était ma première campagne électorale en 2009. Une campagne très dure à l'époque. Donc, et j'étais dans le seul... mon district, ce qu'on appelle ça des districts ici à Longueuil, c'était la seule bataille à 3. Fait que déjà, quand tu es dans une bataille à 3, c'est plus difficile. Ça divise le vote, comme on dit. Et j'ai appris beaucoup de cette campagne-là. Malheureusement, j'ai perdu. À l'époque, en 2009, j'avais perdu par 280, 300 voix, là, je sais plus, quelque chose de même. Et j'avais mis ça de côté. Après, je me suis dit, peut-être un jour, je vais y revenir. OK, c'était pas dit là que... Non, c'était pas dit oui, je veux, puis non, je veux pas. C'est comme... non, on verra. Me concentre sur mon travail. Puis, sur ce que j'ai fait. Alors, en 2017, à nouveau, Mme Saint-Hilaire annonce son départ de la vie politique municipale. Donc, là, on se replace. On est en février 2017. Là, il y a une course à la chefferie qui s'annonce avec Action Longueuil. Puis, évidemment, moi, Sylvie Parent, je la connaissais de 2009 parce que Sylvie était candidate aussi à l'époque. Donc, on était de vieux frères d'armes, si on peut dire. Donc, et Sylvie remporte la chefferie. Je rencontre Sylvie, elle dit « Ça te tente-tu? Go! Oui, ça me tente. J'aimerais ça travailler avec toi. » Puis, on se jette à l'eau une autre fois. La campagne commence. Une campagne électorale au municipal dans une ville comme Longueuil. Peut-être pour donner l'envergure. Les quartiers ici, c'est un conseiller municipal. Il y a 14 000 électeurs, environ 30 000 personnes qui représentent. Donc, ça fait au bon mot environ 9 000 portes. Avec une campagne électorale, c'est 6 mois de porte-à-porte. Où tu commences, puis à chaque jour, tu fais des actions, tu peux faire des actions de représentation, tu fais ton porte-à-porte. Donc, c'est vraiment d'être présent sur le terrain, de rencontrer le maximum de personnes. Moi, je suis un gars travaillant, je suis un gars qui est fonceur, bonnes habiletés sociales aussi, je pense. Fait que j'ai tout mis ça à contribution. J'ai travaillé fort dans cette campagne-là. Puis, je suis très heureux parce qu'avec... en novembre 2017, évidemment, la campagne a fait en sorte que moi, j'ai gagné dans mon quartier. Puis c'est complètement une nouvelle vie. Je découvre un nouveau monde. Ça fait 1 an aujourd'hui, puis un petit peu plus qu'1 an maintenant. Puis c'est vraiment agréable. C'est vraiment une belle découverte pour moi, la vie politique. Mais là, faire sa campagne électorale, c'est beaucoup de travail. Mais une fois que tu es élu... C'est beaucoup de travail aussi. C'est beaucoup de travail aussi. C'est beaucoup de... Ça se résume en quoi? Des conseils de ville, une campagne électorale, c'est beaucoup de travail, puis ça te prend beaucoup de monde. Beaucoup de gens qui t'aident. À peu près
30-40 personnes qui gravitaient autour de moi, des bénévoles, qui donnent du temps. Ils disent, Tommy, ça serait le fun. OK, ils font des téléphones, font du porte-à-porte, font de la distribution, tout ça. Mais une fois que tu es élu, tu sais, ta priorité numéro 1, puis c'est ça en campagne, puis c'est ça une fois que tu es élu, c'est tes citoyens. Le premier rôle d'un conseiller municipal, c'est d'être au service de ses citoyens. Fait qu'à tous les jours, j'ai des contacts avec les citoyens qui m'appellent, qui m'écrivent, des gens que je rencontre. Donc, c'est important de toujours travailler à aider les gens dans ton quartier, des gens qui veulent mettre en place des projets, ou des fois, c'est juste pour un petit problème, un petit quelque chose. C'est ça peut être assez varié comme ça peut être assez varié, comme demande, ça peut être là. de l'information, comme ça peut être une demande, comme ça peut être... là, on a essuyé une belle tempête récemment, là, de verglas puis de neige. Donc là, c'est d'aider. Il y a des gens qui t'appellent, disent, là, il y a beaucoup d'eau, les fuseurs sont bloqués, par exemple, ça arrive. Ben là, madame, communique au 311. Parallèlement, toi aussi, tu fais ta démarche, t'indiques, écoutez, sur tel secteur, telle rue, là, il y a des risques, pouvez-vous... ça, on est vraiment dans le concret, mais il y a plein de niveaux dans tout ça. Mais après ça, bien évidemment, ton premier rôle, c'est celui que tu as, la relation intime que tu as avec tes citoyens, ça, c'est primordial. Puis tu te dois de le développer puis de le maintenir parce que tu as une autre élection qui s'en vient. On va d'élection en élection. Donc, oui, puis les gens s'en souviennent. Là. Ah oui, puis il faut que tu travailles, puis tu sois travaillant, puis tu serves du mieux que tu peux tes concitoyens. Après, bien évidemment, s'ajoute à ça les fonctions qu'un élu peut avoir. Donc, la mairesse, Mme Parent, à Longueuil, confie différents mandats à ses élus. Donc, moi, elle m'a confié des mandats vraiment intéressants. Tout ce qui est culture, loisirs, sport, vie communautaire à Longueuil. Donc, à Longueuil, c'est 500 organismes. Hey. C'est très gros. Donc, qui organisent toutes sortes d'événements ou qui veulent organiser aussi des événements qui peuvent nous interpeller. Donc là, à ce moment-là, on va à leur rencontre. On participe aussi à leurs événements. Donc, on les aide du mieux qu'on peut. Madame la mairesse aussi m'a confié la vice-présidence du réseau de transport de Longueuil. Donc ça, je suis très content parce que moi, je suis un utilisateur au quotidien du transport en commun. Donc, qu'un élu qui a en plus une problématique de vision utilise le transport de façon... sur le conseil d'administration, c'est le fun. C'est le fun pour eux aussi, le réseau de transport. C'est pas du oui-dire, là, c'est du vécu. C'est très rare, d'ailleurs, les élus qui utilisent peut-être autant le transport en commun. Donc, c'est sûr que moi, je vais avoir un regard qui est souvent à la fois utilisateur que mon chapeau aussi d'administrateur. Donc, c'est vraiment le fun. Ça l'amène toutes sortes de belles discussions au réseau de transport de Longueuil. Puis, elle m'a confié aussi la présidence de l'agglomération. On sait que Longueuil rassemble 5 villes. En fait, l'agglomération de Longueuil rassemble 5 villes. La ville de Brossard, Saint-Bruno, Longueuil, Boucherville et Saint-Lambert. Donc, il m'en manque une. Donc, ces 5 villes-là sont liées ensemble et il y a des services, que ce soit par exemple la police, les pompiers, l'environnement. Donc, c'est des mandats qui sont confiés à cette grande instance-là qui est l'agglomération, dont j'ai l'honneur d'être le président. Donc, ça te fait toucher encore là à plein de choses. Plein de choses. On est toujours en apprentissage, plein de gens. Ouais. Ah là là! Oui. Donc, c'est sûr que chacune de ces instances-là, il y a de la documentation à s'approprier, il y a des choses à lire, et évidemment, il y a le rôle aussi en conseil, parce que le conseil municipal représente d'abord son quartier. À Longueuil, il représente aussi, il est impliqué dans un arrondissement. Donc, nous, il y a 3 arrondissements, l'arrondissement du Vieux-Longueuil, c'est le nôtre. Donc, moi, je suis un élu aussi de l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Donc là, on a un conseil à chaque mois où là, on va adopter des règlements. Et évidemment, l'élu fait partie aussi d'un tout qui est Longueuil, qui est la ville. Donc, on a aussi ce qu'on appelle le conseil de ville. Donc, lui aussi, une fois par mois, où là, il y a encore une masse d'informations, une masse de décisions à prendre. Ça va jusqu'à octroyer des contrats pour différentes... que ce soit le déneigement, que ce soit les rues, les parcs. Donc, il y a un paquet de choses aussi qui vont passer par là. Donc, qu'on doit voter, évidemment.
Et là, bon, si on exclut la politique, si on exclut la musique, si on exclut... qu'est-ce qui te reste comme temps libre? J'avoue que en as-tu encore? J'ai pas beaucoup de temps libre. Non, je fais beaucoup de représentations. C'est sûr que le soir, les fins de semaine, j'ai beaucoup d'activités. Et ce qui est important dans tout ça, c'est d'avoir une conjointe aussi qui adhère, qui est compréhensive, qui est aidante, qui soutient. Donc moi, je suis chanceux. Ma conjointe, elle accepte tout ça. En même temps, on s'est trouvé des mécanismes aussi pour se garder du temps entre nous. Donc, évidemment, elle accepte mon agenda et tout. Fait que des fois, les gens vont rire un peu, mais des fois, elle se bloque des plages horaires. Fait que là, je sais que là, Tommy, tu touches pas à ça. Ça, là, c'est ton moment. Puis, on fait telle chose, puis c'est comme ça. Puis, je suis chanceux aussi parce que ma conjointe, elle aime aussi, c'est quelqu'un de social, elle aime participer. Donc, souvent, elle m'accompagne aussi. Donc, on va à un vernissage, on va à tel endroit. Donc, elle vient, elle m'accompagne, puis je pense qu'elle aime beaucoup ça aussi. C'était sa crainte au départ, mais je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, puis on en parlait, elle apprécie elle aussi cette nouvelle vie-là, entre guillemets. Donc, vous réussissez des fois à jumeler oui. Peut-être des tâches, des activités qui sont reliées à... Tout à fait. Ah oui, comme là, ce soir, on s'est planifié une soirée avec des amis, on va au restaurant. Fait que ça, c'est sûr qu'on touche pas à ça. On a des spectacles, évidemment, on a du temps pour nous à la maison aussi. Fait que on se permet aussi, puis ça, moi, c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années maintenant aussi, une semaine ou deux par année, complètement à l'extérieur du Québec, où là, on touche pas au cellulaire, on touche pas au téléphone. En fait, je triche un peu. J'ai négocié une demi-heure de cellulaire par jour. Là. Ouais, mais c'est raisonnable. Pour au moins retourner les urgences. Mm-hmm. Mais on fait ça. Cet été, on est parti, on est allé à Barcelone. Là, on regarde peut-être pour une petite semaine à l'extérieur aussi, au soleil. Cet été, peut-être aussi une autre semaine aussi en Europe. Donc, c'est un temps magnifique où là, on se retrouve, on est ensemble, puis on en profite à fond. Fait que on travaille tous les deux très dur, donc on se permet ça aussi. Là. Bon, d'un sens, ça me rassure parce qu'il reste du temps. Il reste du temps. Pour faire attention à toi puis à vous. Il y a toujours du temps. Tout est une question de priorité. Et puis souvent, les gens qui manquent de temps, pour moi, c'est un concept qui est difficile à comprendre parce que du temps, j'en trouve toujours. J'en trouve pour mes amis, j'en trouve pour mon travail, j'en trouve pour ma conjointe, j'en trouve pour ma famille. Du temps, il faut se l'accorder. C'est juste qu'il faut le planifier puis des fois, prioriser d'autres choses. Mais c'est sûr que des fois... C'est sûr qu'on serait bien dans nos pantoufles, bien étendus dans le sofa, mais on se dit non, go, on y va. On se reposera plus tard. On se reposera plus tard. On va le temps de se reposer plus tard. Ce qui est très apprécié, en tout cas, Tommy, c'est que tu as trouvé du temps pour moi, pour connaissez-vous. C'est le plaisir est pour moi. C'était quelque chose qu'on s'était déjà parlé. Là, maintenant, oui, j'espère que les gens vont apprécier, puis voilà. Moi, je savais que ce serait intéressant, et ça l'a été, et d'après moi, les gens, ils vont trouver une façon ou une autre de s'identifier, soit par ta façon de foncer, ta façon de pas t'isoler, tu sais, peu importe. Mm-hmm. Et c'est important, moi, c'est ça, à la base, le projet, c'est d'essayer de briser l'isolement, de faire en sorte que les gens sortent un peu plus, que les gens se disent oui, c'est possible, peut-être pas aussi vite, puis peut-être pas de la même façon, à leur rythme, à leur manière, puis de créer des liens, puis des amitiés. Puis moi, Martin, je veux te féliciter. Franchement, c'est une initiative que tu as prise de pouvoir recevoir des gens, puis de toutes sortes d'horizons. Tu es rendu maintenant à 75, quelque chose comme ça. Oui, près de 80. Oui. Tu t'investis. Écoute, tu fais tout ça. T'offres généreusement ça. Là, c'est magnifique travail. Tu es un bon communicateur. Donc, on va te souhaiter...
longue vie avec cette émission-là. Ben, c'est grâce aux gens qui acceptent. Hein. Si les gens acceptaient pas, ben ça aurait été un projet plus court. Là, c'est un projet qui se poursuit parce que les gens, justement, acceptent et prennent du temps pour le faire. Puis tu as des gens qui évoluent dans le temps. Peut-être que tu vas en recevoir d'autres qui vont venir nous partager d'autres choses. Je serai là pour les recevoir. Merci beaucoup, Martin. Donc, un gros merci à toi, Tommy. Un gros merci aux gens de nous écouter, de continuer à nous écrire, nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions. On se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.